90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Jérôme Billois, spécialiste en cybersécurité chez Wavestone. Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans 90 minutes business. Alors, c'est le mois de la cybersécurité au cœur de la vie des entreprises, des conflits internationaux, on va en parler évidemment. Mais pour commencer, vous publiez chez Wavestone une étude des incidents cyber sur la dernière année finalement. Et ce que vous constatez à votre échelle, c'est qu'évidemment ces attaques augmentent encore. Oui, nous profitons des assises de la cybersécurité pour publier cette étude de tous les incidents qu'on a eu à traiter avec notre équipe de réponse à incidents sur l'année dernière. La tendance, elle est clairement à l'augmentation. La motivation des cyberattaquants reste avant tout le gain financier et on le voit d'ailleurs très souvent dans l'actualité. La première des attaques qui est rencontrée aujourd'hui, c'est le fameux ransomware, l'attaque cyber qui va tout bloquer, on va voler des données et on va demander une rançon. C'est 42% des attaques qu'on a traitées l'année dernière et ça reste clairement la menace numéro 1. Ce sont les petites structures, dites-vous, qui sont les plus ciblées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont moins préparées, contrairement aux grands groupes ? Oui, malheureusement, il y a quelques années, on était plutôt dans une logique de pêche au gros pour les cybercriminels qui attaquaient les grandes entreprises pour essayer de maximiser les montants des rançons. Là, on a vu clairement un décalage vers des cibles plus petites, des PME, des PMI, des collectivités locales, parce qu'elles sont plus faciles, malheureusement, à attaquer. Je peux vous donner un chiffre qui l'illustre bien. Aujourd'hui, une grande entreprise, elle va être capable de détecter en moyenne une attaque au bout de 18 jours. Les plus petites structures, c'est au bout de 71 jours. Dans celles qu'on a eu à traiter. Et donc, ces 71 jours, ils laissent le temps aux cybercriminels pour s'installer, pour trouver les points faibles de l'entreprise, pour voler toutes les données et puis ensuite, demander cette fameuse rançon. Oui, ce qui montre bien que la prévention commence à s'installer dans les grands groupes. Pierre Kupferman a une question. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque ? Est-ce qu'il faut payer la rançon ou il ne faut pas payer la rançon ? Alors le premier réflexe, clairement, il ne faut pas payer la rançon. Il y a quelque chose, une idée reçue, c'est de dire on paye la rançon et puis d'un seul coup le problème s'en va. La réalité, c'est que nous on a eu à traiter avec des entreprises qui des fois ont payé et d'autres qui des fois n'ont pas payé. La durée de la crise, la durée de l'interruption du fonctionnement de l'entreprise reste quasiment la même qu'on paye ou qu'on ne paye pas. Donc voilà, finalement payer, souvent ça ne va servir à rien, à part à financer le cybercrime qui va encore pouvoir croître. Question de Jean-Marc Daniel. Oui, est-ce que vous avez l'impression que les hackers, les cybercriminels sont en train de reprendre de l'avance par rapport aux gens qui se défendent, ou est-ce qu'ils sont plutôt, au contraire, un peu en retard par rapport à vous ? Est-ce que vous avez l'impression que vous tenez la main, ou est-ce que c'est l'inverse qui est en train de se passer ? Alors, les cybercriminels, eux, c'est des gens malheureusement très pragmatiques. C'est souvent des entrepreneurs dans des PME du cybercrime. Clairement, aujourd'hui, ils ont bien vu que les grandes entreprises, elles sont de plus en plus dures à attaquer. Et donc, ils changent leur cible et ils vont plutôt vers les petites et moyennes. Et là, honnêtement, ils font une razzia, ils font un parfois dans de nombreuses structures. Donc, est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd la guerre par rapport à eux ? Je pense qu'on est toujours dans cette logique du chat et de la souris, ou du glaive et du bouclier. Mais clairement, aujourd'hui, ils ont trouvé une cible qui est malheureusement trop facile et sur laquelle je pense qu'il faut qu'on agisse tous collectivement pour sensibiliser ces petites structures, trouver aussi des choses très concrètes pour elles, qu'elles puissent faire sur le terrain. C'est d'ailleurs l'objet de travaux du gouvernement actuellement et d'un certain nombre de structures de cybersécurité comme le campus cyber. Et est-ce que vous pensez que la répression qui est organisée, c'est-à-dire les dispositifs juridiques, sont à la hauteur du problème, ou est-ce qu'on a là aussi un temps de retard par rapport à ce qu'on devrait faire ? Alors le côté police-gendarmerie a clairement évolué ces dernières années. Si on regarde 5 ans en arrière, il n'y avait quasiment rien. Maintenant, quand vous allez justement dans un commissariat, dans une gendarmerie, vous avez des gens qui ont été formés. Donc ça permet déjà de faire la première étape, qui est le dépôt de plainte, pour caractériser ce qui se passe, caractériser qui nous attaque. Là où par contre ça patine encore, c'est clairement au niveau des moyens mis côté justice pour avancer, et surtout que c'est des moyens qui doivent être internationaux. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bon cybercriminel, il va jamais attaquer dans son propre pays. Il va être de l'étranger, il va masquer ses traces en rebondissant souvent entre plusieurs pays pour finalement rendre son attaque la plus difficile possible à identifier et à rendre son arrestation la plus complexe possible. Je pense que c'est vraiment là le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est d'arriver à aller arrêter les cybercriminels dans les pays où ils sont.
Est-ce que la période, avec ce conflit en Ukraine depuis plus de 2 ans et avec cette guerre également entre Israël et le Hamas, est favorable à la multiplication des attaques? Parce qu'on sait que dans les conflits, c'est une arme à part entière, ces cyberattaques. Est-ce que cela renforce finalement le nombre d'attaques dans ces périodes, par exemple? Oui, il y a clairement eu un effet. Il y a deux axes. Il y a vraiment ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, où le cyber a été une arme offensive utilisée pendant finalement la phase d'invasion pour déstabiliser l'Ukraine. On se souvient des attaques sur les satellites, sur les systèmes énergétiques, sur les télécommunications. Dans le conflit aujourd'hui entre Israël et le Hamas, l'intensité numérique est plus faible. Évidemment, on ne parle pas non plus des mêmes acteurs. Par contre, on voit dans les deux cas une très forte mobilisation sur Internet d'activistes qui vont utiliser des moyens peut-être plus simples, mais de blocage de sites web, de modification de sites web, pour faire passer des messages idéologiques et finalement pour essayer de gagner aussi une partie de la guerre de l'information qui se joue dans le cyberespace. Pour 2024, vous prévoyez une augmentation des cyberattaques. Il y aura évidemment l'organisation des Jeux en France. C'est un risque grandissant? Oui, on le sait, tous les événements internationaux majeurs et encore plus les Jeux Olympiques sont toujours l'occasion pour plusieurs types d'attaquants d'essayer d'attaquer justement. Effectivement, des attaques directes contre les épreuves, par exemple contre la cérémonie d'ouverture, c'est quelque chose qui s'est déjà vu. Donc ça, là, l'État est mobilisé, se prépare parce que ça peut être des attaques de très haut niveau. Mais ce qui est important, c'est qu'on a tout un écosystème de cybercriminels qui vont aussi essayer de profiter des Jeux Olympiques pour lancer plein de fraudes, de la vente de faux billets, du phishing, des emails frauduleux qui vont nous inciter à cliquer en se basant sur cet événement des JO qui va intéresser tout le monde et donc qui va inciter les gens à cliquer.